l'armée française plie bagages et se retire du continent noir. C'est tout le vœu de la CEDAIP. La coordination des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire appelle le Burkina Faso et les autres pays du Sahel à tirer des leçons de la situation en Afghanistan où l'armée américaine, après 20 ans de présence, vient d'abandonner le pays. Des routes en état de déliquescence avancée dans la capitale burkinabé, vous avez pu le suivre sur nos antennes. La réaction de la mairie de Ouagadougou ne s'est pas faite attendre. Elle s'est expliquée, elle reconnaît la mauvaise qualité des infrastructures, mais accuse leur ensablement et l'incivisme des populations. Il avait vu juste prophétie ou simple inspiration. L'artiste peintre Ossam peut se targuer d'avoir prédit l'effondrement du minaret central de la vieille mosquée de Dioula-Soba à travers une œuvre peinte depuis 2018. Voilà pour l'ossature de ce journal. Merci d'être des nôtres, mesdames et messieurs. Avant le développement de tous ces titres, sachez que nous aurons un invité dans ce 19h30. Larba Issa Kobiaga, directeur général de l'économie et de la planification, viendra nous parler du lancement d'une enquête auprès des populations dans le cadre de l'évaluation de l'étude nationale prospective Burkina 2025. Après la tempête, place à l'accalmie à la Commission électorale nationale indépendante. La CENI peut enfin penser l'avenir avec sérénité. C'est la conséquence directe de l'intervention du chef de l'État dans la crise née du renouvellement des instances. Ce 17 août, la nouvelle équipe au complet était au palais présidentiel, comme pour dire merci aux locataires des lieux, mais aussi lui demander d'avoir une oreille attentive aux doléances. On écoute le président de la CENI à sa sortie d'audience. Nous avons évidemment sollicité qu'il soit attentif pendant tout notre mandat à nos préoccupations en tant qu'institution. C'est comme vous le savez, nous sommes une autorité administrative indépendante, mais il y a un certain nombre d'outils avec lesquels nous travaillons et pour lesquels nous avons besoin que l'État puisse nous les fournir. Il s'agit évidemment des questions liées aux réformes du cadre légal, de tout ce qui peut avoir un rapport avec le processus électoral de manière directe, à savoir la convocation du corps électoral, la convocation des électeurs pour l'enrôlement, tout ce qui est en rapport avec le budget. Comme vous le savez, notre pays a entamé un cycle électoral qui visait le renouvellement du personnel politique au niveau d'abord de la présidence du Faso, ensuite au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des conseils des collectivités. Si pour les deux premiers, les élections couplées du 22 novembre ont pu permettre de pourvoir au remplacement de ceux qui étaient là, ou bien évidemment le renouvellement de ceux qui étaient là. Pour ce qui concerne le troisième volet, en ce qui concerne les conseils des collectivités, l'Assemblée nationale a décidé de la prorogation du mandat des conseils des collectivités. Évidemment, nous, au regard donc de cet élément, nous sommes engagés à nous préparer pour travailler en sorte que nous puissions avoir un processus électoral qui permette qu'à la fin de leur mandat, il puisse y avoir un nouveau personnel politique pour les remplacer. Donc, le défi le plus immédiat pour nous, c'est de pouvoir nous préparer, adapter notre dispositif institutionnel pour être le plus efficace possible. À la mairie centrale de Ouagadougou, l'heure est aux explications suite à notre reportage sur la situation de quelques routes de Ouagadougou qui sont dans un état de dégradation avancé alors qu'elles ont été construites il n'y a pas longtemps. L'institution dirigée par Armand Bewende a réagi ce 17 août. Selon les services techniques, l'ensablement des routes et les retenues d'eau de ruissellement sont les facteurs aggravants de ces dégradations.
À cela, il faut ajouter l'incivisme de certains usagers sans pour autant oublier la qualité des travaux qui peut être aussi incriminée. Le point de tout ceci avec Arsène Konditambi. L'avenue de la Dignité, sur sa portion allant du site du 75e anniversaire de l'Église des Assemblées de Dieu jusqu'au rond-point de la Transition, a été bitumée il y a environ 7 ans. Moins de 10 années de vie et déjà en situation de dégradation avancée. Des énormes nids de poules sont visibles sur cette voie et elles sont plus fréquentes au niveau des ralentisseurs. Pour le directeur des infrastructures et de la mobilité urbaine, cette situation s'explique par plusieurs facteurs, la charge du trafic et l'incivisme de certains usagers notamment. Voilà, à l'approche des ralentisseurs qu'on a le plus de dégradation. Et vous savez que dans la circulation, quand les poids lourds circulent, il y a ce qu'on appelle le freinage. Quand ils freinent, ils accélèrent. Dans ces lieux précis-là, il y a beaucoup, la chaussée est très très sollicitée. Quand il y a des manifestations et qu'on brûle les pneus sur les voies, ça crée en tout cas des nids de poules qui vont grandir très rapidement dès que l'hivernage va s'installer. Et ça crée des problèmes. Il y a des usagers, quand ils sont en panne, en crevaison, au lieu de s'arrêter, ils préfèrent forcer. Il y a environ 12 ans que la rue Liwaga, au quartier Kouritenga, passant devant le lycée privé Universalis, a été aménagée. Et depuis lors, elle n'a plus été réhabilitée. Elle a plutôt connu un entretien il y a 2 ans, au moment des travaux d'aménagement du canal du Mogonava. Selon Ibrahim Toué, cet entretien avait pour but de rallonger de quelques années la durée de vie de l'infrastructure routière. Et je pense que les riverains de cette zone-là peuvent témoigner que la chaussée a été beaucoup sollicitée à ce niveau-là. C'est pourquoi quand les travaux sont finis, effectivement, on s'est rendu compte de la situation. On a fait des travaux d'entretien. Bon, les gens disent que c'est des réhabilitations, mais en réalité, ce n'est pas des réhabilitations. Voilà, c'est des travaux d'entretien qui ont consisté à refaire la couche de roulement en bicouche. Voilà, c'est juste ce que nous avons fait. On n'a pas touché à la structure même de la chaussée. À ces facteurs, il faut, selon la mairie, ajouter les problèmes d'assainissement que connaissent les routes. L'ensablement fréquent des chaussées et les poches d'eau de ruissellement provoqueraient des affaissements qui sont de nature à accélérer la dégradation. La qualité des travaux peut aussi être pointée du doigt. Quand il y a beaucoup d'affaissement, on peut dire que c'est l'exécution qui n'a pas été bonne. Techniquement, on dit que l'eau, c'est l'ennemi numéro 1 de la voie. Même quand la voie est bien aménagée, si elle n'est pas mise hors d'eau, elle va se dégrader assez rapidement. Vous savez que quand les gens circulent, les pneus transportent de sable et tout ça. Donc souvent, le sable vient rester sur la chaussée, ça barre un peu les eaux et ça fait que l'eau ne circule pas. Des initiatives sont en cours pour tenter de minimiser ces dégradations. Dans ce sens, une mini-centrale de production d'enrobés a été acquise et il ne manque plus que l'achat d'une cuve de stockage de goudron. Ces acquisitions pourront permettre de produire la matière nécessaire pour boucher les nids de poules et éviter qu'ils ne s'agrandissent davantage. Je vous le disais en titre, direction Bobo Dioulasso avec cette interrogation. Le jeune peintre du nom de Wendla Sida Samuel Ouedraogo, dit Osam, serait-il un devin? En tout cas, c'est la question qui taraude dans les esprits de tous ceux qui ont vu une de ses œuvres qui date de 2018. Quand on regarde la partie effondrée de la vieille mosquée de Dioulasso-Ba, on ne peut s'empêcher de penser à la toile dessinée par le jeune peintre burkinabé, car c'est la partie choisie par Osam pour loger le visage d'un ancêtre meurtri par la situation de la mosquée qui s'est écroulée récemment. Kader Kondé, Wahab Nanima et Soto Justin Dabiri. Après les premiers effondrements du plafond de la grande mosquée de Dioulasso-Ba en 2018, Wendla Sida Samuel Ouedraogo dit Osam peint une œuvre de la vieille bâtisse religieuse. Dans sa création, il monte un minaret de la grande mosquée de Dioulasso-Ba en ruine, où on aperçoit un visage représentant un ancêtre triste de voir cet édifice religieux s'effondrer. Ça a été une lutte. Hein. Voilà, moi, je ne voulais pas le faire. J'ai dit, bon, comment faire? Je vais faire une œuvre que je ne pourrais pas vendre, une œuvre de la mosquée de Dioulasso-Ba qui s'est effondrée. Et en plus, la partie effondrée, je ne pouvais pas la représenter sur la toile parce qu'on ne va pas la voir. Donc, c'est une manière encore de reprendre la mosquée de Dioulasso-Ba. Puisque ce qui s'est effondré est en arrière-plan. On ne la verra pas, la partie effondrée. Non. L'esprit me dit, non, non, ce n'est pas ça. La partie effondrée, c'est ce qui est devant. Je dis, comment ça peut être devant?
Voilà, moi je ne vois pas devant. Ce qui est effondré, c'est ce qui est derrière. Donc j'ai été dirigé dans le travail comme ça. Et l'esprit m'a dit que c'est cette partie-là le problème de la mosquée de Djoula Sopa. Ce n'est pas l'arrière-plan, mais c'est l'avant-plan. Une œuvre qui véhicule un message très particulier, telle une prophétie selon Latisse. Lorsqu'on parle là et qu'on vient ici, on voit un visage d'un conquérant. Quelqu'un qui est face à une difficulté et qui dit que ça va aller malgré la difficulté qui est là. Et cette partie est renforcée par, ouais, ça c'est un bras qui se lève ici et il y a l'index qui dit, si Dieu le veut, la mosquée sera restaurée. Donc toute cette partie-là, la partie claire, ça exprime la positivité. La partie obscure représente le pessimisme. Voilà, le problème qui est là. Là, c'est la solution. Donc, voyez, lorsqu'on regarde les deux visages-là, on voit distinctement la différence. Prophétie ou simple inspiration de Latisse, le dimanche 8 août 2021, peu après la prière de 13h, une partie du minaret principal va s'écrouler. Il s'agit exactement de la partie peinte par Samuel Ouedraogo, où on apercevait un visage représentant un ancêtre triste. Quand j'ai appris ça, voilà, je ne peux pas dire que j'étais dans la joie, parce qu'au fait, c'est un édifice très important qui s'est écroulé. Voilà, c'est plus de la tristesse pour tout citoyen burkinabé, hein, voilà, parce que c'est un patrimoine mondial même, mondial. Donc, ce qui m'est venu à l'esprit, je dis yes, c'est ça. Ça ne m'a pas menti. Ce que j'avais vu là, c'est réalisé. Mais au fait, ça n'éprouve pas de la joie, parce que ce n'est pas un événement heureux. Voilà. Mais ça concorde avec ce que tu avais eu à dire. Donc, c'est une manière de me dire à moi-même que ce que j'avais prédit, ce qu'on m'avait dit, c'est effectivement réalisé. Wendla Sida Samuel Ouedraogo n'est nullement un devin. Il se considère plutôt comme un messager. Malgré l'engouement autour de son œuvre, Osam garde la tête sur les épaules. Son souhait de la voir un jour dans les musées du pays. Nous marquons à présent une halte avec ces brèves, l'historique procès dans l'emblématique dossier assassinat de Thomas Sankara s'ouvre enfin le lundi 11 octobre 2021, une audience de la chambre de jugement du tribunal militaire de Ouagadougou qui sera délocalisée pour l'occasion dans la salle des banquets de Ouaga 2000, informe un communiqué du procureur militaire. Ce n'est pas encore l'heure du procès pour lui. Pascal Zaïda pourra enfin dormir ce soir chez lui. Le président du cadre d'expression et démocratique gardé en vue depuis la semaine dernière a été libéré ce 17 août après avoir été entendu, cette fois-ci par le procureur, selon des sources proches du dossier. En rappel, le leader d'organisation de la société civile, proche de l'opposition, est accusé de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, d'incitation à une rébellion et de déclaration subversive lors d'un point de presse sur la situation nationale. La question de l'arrestation de Pascal Zaïda était justement à l'ordre du jour du point de presse des comités SIDAIP, une sortie de la coordination des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire inspirée de l'actualité au niveau international qui reste marquée par la prise du pouvoir des insurgés talibans en Afghanistan. Pour l'organisation de la société civile, il est temps que le Burkina Faso tire les leçons de cette situation, en ce sens qu'aucune puissance étrangère ne viendra faire leur bonheur. C'est donc logiquement que le départ de l'armée française du Burkina Faso a été réclamé. Roméo Koïta. L'image a fait le tour du monde. Des Afghans qui tentent de fuir leur pays par les airs suite à la prise du pouvoir des talibans. Après 20 années de présence en Afghanistan, l'armée américaine s'est retirée, laissant le peuple afghan face à son destin. Une situation qui vient apporter de l'eau au moulin des organisations de la société civile burkinabé comme la SIDAIP, qui ont toujours demandé le départ des armées étrangères du Sahel, car estiment-elles, ces troupes sont là rien que pour la préservation de leurs intérêts. L'exemple de l'Afghanistan doit alors servir de leçon au Burkina Faso, selon cette organisation de la société civile. Ces puissances étrangères-là n'ont jamais résolu un problème dans un pays.
et nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour résoudre ce problème-là. Donc nous avons intérêt à ce que ces troupes étrangères-là partent le plus tôt possible. En Afghanistan, ils sont allés, ils sont restés, mais après leur départ, quel bilan on peut tirer? En Irak, ils se sont installés, après leur départ, quel bilan on peut tirer? Donc, nous avons tous intérêt à nous battre pour que ces troupes-là quittent, étant donné qu'elles ne jouent aucun rôle. Puisque malgré que ces puissances militaires étrangères sont là, nous souffrons de l'insécurité. Donc, il vaut mieux qu'elles partent. Les pays du Sahel qui font face au terrorisme devraient alors apprendre à compter sur leurs propres forces selon la coordination des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire. Et justement, parlons d'acquis de l'insurrection. L'organisation regrette que certains fondamentaux tels que la liberté d'expression soient remis en cause. Elle en veut pour preuve l'arrestation jugée illégale de Pascal Zaïda, cet acteur de la société civile. Des agissements qui pourraient mettre à mal le processus de réconciliation nationale qui n'est autre qu'un problème de justice sociale, selon ces conférenciers. La réconciliation nationale, là, ça doit passer par une justice sociale d'abord. Il faut que tous les Burkinabés se sentent effectivement Burkinabés, se sentent pris en compte dans la répartition des richesses du pays. Sinon, si c'est les morts là, tout le monde sait que, quel que soit ce qu'on va faire, la personne qui est morte ne va plus revenir. Les gens peuvent avoir le courage de pardonner. Mais comment je vais pardonner à quelqu'un dont je sais visiblement que ma misère là, ça vient de lui? La CEDAIP invite alors le ministre en charge de la réconciliation nationale à prendre en compte les questions d'équité et de justice sociale dans la conduite de sa mission. Amadou Traoré, lui, a une autre approche de la réconciliation nationale pour cet ancien député dont le mandat a été écourté par l'insurrection populaire de 2014. Il faut entrevoir le processus par le triptyque pardon, amnistie et grâce. Une approche largement développée dans son dernier ouvrage intitulé Réconciliation nationale et économique au Burkina Faso, leçons et perspectives. Le livre a été dédicacé ce week-end en présence d'un parterre d'hommes politiques et d'organisations de la société civile. Archimède Boy. Amadou Traoré présente officiellement à la presse son ouvrage intitulé La réconciliation nationale et économique au Burkina Faso, leçons et perspectives. Selon l'auteur, la réconciliation s'avère nécessaire afin de prévenir d'autres dommages. C'est pourquoi, à travers cet essai, il propose des voies nouvelles à la réconciliation au Burkina Faso au regard des expériences antérieures qui n'ont pas tenu toutes leurs promesses. Il défend ici un concept de réconciliation basé sur le triptyque pardon, amnistie et grâce. On ne peut pas régler la question de la réconciliation en écartant le pardon, l'amnistie et la grâce. Si on l'écarte, ça va être difficile que l'on puisse avoir un bon plancher. Le plancher, c'est quoi? À un moment, il faut que les gens acceptent de repartir sur de nouvelles bases. Et là, j'ai dit ceci, et c'est important, que la question de réconciliation dépend essentiellement des victimes. Car selon Amadou Traoré, si les victimes ne pardonnent pas à leur bourreau, il ne peut y avoir de réconciliation. C'est pourquoi il demande aux plus hautes autorités du pays d'initier une rencontre à cet effet avec les familles des dossiers emblématiques. Mieux, il pense qu'il faut aller au-delà du politique et envisager une réconciliation économique. La question de justice sociale, c'est une réconciliation économique. Lorsque nous sommes deux à avoir les mêmes compétences, les mêmes qualités, et que l'un touche le triple de ce que je gagne, il va de soi qu'il y a un problème. C'est une question économique et financière. Donc il y a autant de questions qu'il faut régler. Lorsqu'on parle de réconciliation nationale et économique, c'est nouveau, mais en réalité c'est ancien. Avec la sortie officielle de son livre, ce juriste administrateur civil annonce une tournée bientôt auprès de plusieurs personnalités du pays en vue de leur présenter ses propositions et recommandations pour que les Burkinabés renouent avec le vivre ensemble. Un nouveau chèque pour le champion national triple sauteur Hugues Fabrice Zango
Après les 9 millions de primes du ministère des Sports, la villa du gouvernement et les 10 millions du PDG du groupe Coris Bank International, c'est le PCA de Télécel Faso qui apporte son soutien au premier médaillé burkinabé des Jeux Olympiques. 20 millions de francs CFA lui ont été offerts ce matin. Madi Zongo, Arsène Konditamdi. Hugues Fabrice Zango, dans les locaux de Télécel Faso. Pour le médaillé de bronze du triple saut des Jeux Olympiques de Tokyo, il était de bon ton de venir présenter sa prestigieuse conquête au premier responsable de l'entreprise dont il est l'ambassadeur. Je suis un ambassadeur de Télécel, donc il était nécessaire que je passe à Télécel pour présenter ma médaille, pour les remercier pour tout le soutien qu'ils m'accordent depuis 2019, justement pour préparer cette belle médaille. Et c'est eux qui sont venus à ma rencontre en 2019 lorsque j'étais bien sûr en train de chercher différents moyens, voies et moyens pour offrir une médaille au Burkina. Et bien Télécel m'a permis justement d'avoir de mettre certaines choses en place. Pour le directeur adjoint de Télécel, Boris Compaoré, c'est un honneur pour la compagnie qui offre plus de recevoir le champion. Donc c'est notre grand honneur aujourd'hui de recevoir M. Fabrice Zango qui a fait notre fierté et qui a fait notre joie au Burkina Faso. En un jour historique, il a marqué l'histoire en apportant la première médaille olympique à notre pays, en apportant beaucoup de joie et beaucoup de cohésion au pays. Dans des moments comme ça, c'est des moments forts où tout le pays se rassemble autour d'une cause et ce qu'il a fait est vraiment merveilleux. Pour nous, à Télécel Faso, nous croyons beaucoup au potentiel de la jeunesse. Le président du conseil d'administration, Apollinaire Compaoré, a suivi la prestation de Fabrice Zango et a décidé de lui offrir la récompense qu'il mérite. Il a suivi et il avait aussi été touché, donc il m'a dit de faire passer le message qu'il accorde une prime. Donc, notre président de sœur, président Compaoré, de 20 millions. Une belle surprise pour le triple sauteur. Une extrême belle surprise justement que je reçois du PCA de Télécel. Je le remercie grandement et c'est une grande marque de considération à mon endroit et je suis vraiment content qu'il ait pu suivre un peu mon évolution depuis le début de ma carrière avec Télécel justement. Il est jugé bon de m'offrir ce bon cadeau qui m'encourage justement à pouvoir offrir davantage de choses au Burkina, à Télécel et à tout un chacun. Télécel Faso a promis d'être à ses côtés pour la conquête de la plus précieuse médaille aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Je vous le disais plus haut, c'est parti pour une enquête auprès des populations dans le cadre de l'évaluation de l'étude nationale prospective Burkina 2025. De quoi s'agit-il exactement? Le directeur général de l'économie et de la planification est sur ce plateau. Bonsoir, Larba Issa Kobiagda. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous surtout. Alors, déjà une étude prospective, pourquoi faire? En quoi cette étude peut-elle changer le vécu du Burkinabé d'aujourd'hui ou du Burkinabé de demain? On sait déjà qu'elle a débuté depuis 1999. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Je voudrais, au nom donc, de Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, vous remercier pour cette opportunité d'échanger donc, sur l'étude nationale prospective. Alors, l'ENP Burkina 2025, effectivement, a été initié à la suite, bien sûr, du séminaire sur le renouveau de la planification. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'avec les programmes d'ajustement structurel, il y a eu effectivement ce qu'on a appelé l'abandon de la planification de long terme pour aller beaucoup plus vers une planification de moyen et de court terme parce que l'objectif visé, c'était vraiment effectivement le retour à des équilibres macroéconomiques et financiers. Mais ces équilibres n'ont pas permis fondamentalement donc, de lutter contre la pauvreté. Et les programmes d'ajustement structurel donc, de deuxième génération ont tenté déjà de lier ajustement et développement, mais il est apparu effectivement fondamental d'aller vers des études prospectives. Et c'est dans ce sens que le Burkina a lancé effectivement le processus en 1999, et c'est autour de 2003-2004 que le processus a abouti avec donc une accélération et l'étude nationale prospective Burkina 2025 a été validée en 2005. Cette étude donne un ensemble donc d'avenirs possibles pour le Burkina Faso si un certain nombre d'actions sont réalisées.
Vous savez que lorsque nous sommes dans une projection de long terme, c'est une projection qui est effectivement sujette à beaucoup d'incertitudes. Quand c'est dans le court terme, on peut maîtriser un certain nombre de facteurs, mais dans le long terme, on est obligé donc de tenir compte de ces incertitudes. Et sur cette base-là, on essaie donc de baliser des repères en disant, et dans le cas donc de l'étude nationale prospective, 5 scénarios ont été arrêtés pour définir donc les avenirs possibles pour le Burkina Faso. Alors ces scénarios tiennent compte d'un certain nombre d'actions que si elles ne sont pas réalisées, le Burkina risque de se situer donc d'une situation A à une situation peut-être que je qualifierais de D ou E. Voilà. Donc sur cette situation, vous avez le premier scénario qu'on qualifie bien sûr de l'arc-en-ciel ou encore donc de l'étalon au galop, qui montre effectivement un Burkina qui saisit les opportunités qu'offre l'Afrique et développe donc à l'interne une certaine aisance, un meilleur rayonnement pour les populations. Vous avez donc le deuxième scénario, qui est un scénario un peu légèrement moins attrayant que le premier. Beaucoup plus, on parle donc de la ruche ici. La situation, donc la ruche des abeilles, c'est une situation un peu légèrement où le Burkina, face à des contraintes, se met donc de façon compacte pour après maintenant pouvoir se dégager et pouvoir donc réaliser. Ça, c'est le bien-être pour les populations. Et aujourd'hui, nous sommes à quel scénario? Alors, à la date d'aujourd'hui, on ne peut pas dire quel scénario. L'objectif de l'évaluation, c'est de pouvoir dire, donc, parmi les 5 scénarios qui ont été retenus, lequel donc des scénarios semble être plausible aujourd'hui. Donc, il y a une évaluation technique et il y a l'enquête de perception qui devrait permettre donc de le constater. Donc, aujourd'hui, il est question de marquer une halte pour évaluer tout ce qui a été prévu depuis presque 2 décennies. 2 décennies. En quoi va consister exactement cette évaluation? Alors, pour cette évaluation, il y a 2 grands aspects. Il y a ce que nous appelons l'évaluation technique et il y a donc l'enquête de perception des populations. Pour l'évaluation technique, il s'agit donc de faire une évaluation auprès donc des experts, à la fois des administrations publiques, des collectivités territoriales, mais également du secteur privé et des organisations de la société civile, pour que ces acteurs-là observent et analysent donc en termes de contribution concernant donc leur domaine, comment ils ont pu contribuer à l'atteinte donc de la vision qui avait été déclinée. Je rappelle que cette vision, c'était le Burkina Faso, une nation solidaire, de progrès, de justice, qui consolide son respect sur la scène internationale. Sur cette base-là, il s'agit pour nous maintenant donc de regarder la contribution des différents acteurs. Et lorsque je dis société civile, les organisations de la société civile, il faut le comprendre au sens large. On inclut donc les partis politiques, les autorités coutumières et religieuses, les ONG et associations. On inclut bien sûr donc les médias qui vont pouvoir donc dire chacun en ce qui le concerne comment il a pu contribuer. Ça, c'est le premier volet donc de l'analyse qu'on nous appelons donc l'évaluation technique. Le deuxième volet de l'analyse, c'est ce que nous disons en fait l'enquête sur la perception des populations par rapport à l'atteinte de la vision qui avait été effectivement formulée. Puisque la vision avait été construite avec les populations, il appartient effectivement de repartir vers cette population-là pour qu'elles disent, oui, nous avions dit que si on faisait ça, on devrait être ici. À date d'aujourd'hui, nous pensons que nous sommes à tel niveau. Et à cette étape, il s'agit aussi pour nous, puisque nous sommes, la loi sur le pilotage et la gestion du développement nous impose que 5 ans avant la fin d'une étude nationale prospective, nous devons élaborer une autre étude. Donc nous profitons en même temps donc de cette évaluation pour demander aux populations de donner leurs aspirations pour les 30 prochaines années. Voilà donc ce qui est attendu globalement donc de l'enquête et bien sûr de l'évaluation technique. Alors, quel sera le champ d'action de l'évaluation? Alors, pour ce qui est de l'évaluation, c'est le territoire national que nous allons couvrir. Et nous disons les Burkinabés donc des visées des campagnes, mais également les Burkinabés de l'extérieur. Et dans le processus, nous avons pensé qu'il était utile également d'associer les partenaires techniques et financiers au regard donc de leur contribution donc dans l'atteinte aussi donc de la vision. Donc, ce sont les acteurs clés qui sont prévus. Et comme on le prévoit, le dispositif du déploiement nous a amené effectivement à demander avec le concours donc de l'INSD, à déployer sur l'ensemble du territoire donc des enquêteurs avec des contrôleurs pour collecter l'ensemble de l'information. Mais pour ce qui concerne donc les rapports qui seront produits donc par l'ensemble donc des autres acteurs, les administrations, les collectivités, bien sûr le secteur privé, nous allons pouvoir consolider ces rapports-là, que ce soit au niveau national, mais également au niveau régional.
Alors, Monsieur Kobiagda, on parle d'études nationales prospectives, on parle de référentiel national de développement, je pense notamment au PNDS, le Plan national de développement économique et social. Quel lien entre ces deux structures? Alors, le PNDS est une planification effectivement de moyen terme. Et à la lumière de ce que classiquement donc, les prospectivistes appellent, c'est vraiment effectivement quelque chose qui éclaire sur environ 5 ans. Or, l'étude nationale prospective a une vision donc de très long terme. Sur cette base, le référentiel national de développement qu'est le PNDS devrait donc pouvoir tirer en fait son essence à partir donc, de l'étude nationale prospective. Mais dans le schéma donc, de planification globale, vous avez bien sûr l'étude nationale prospective, vous avez donc les documents d'orientation donc, des politiques, vous avez les politiques sectorielles et ce n'est qu'en dessous des politiques sectorielles qu'intervient en fait bien évidemment le référentiel national de développement qui est un instrument qui est arrimé généralement lorsqu'on prend dans le cadre démocratique dans lequel nous sommes au mandat présidentiel pour permettre effectivement à un président de contribuer à l'atteinte donc de la vision. Et c'est pour cela que vous aurez constaté que l'ensemble donc des candidats à l'élection présidentielle, tous se sont inspirés donc de l'étude nationale prospective pour pouvoir bâtir leur programme donc de société s'ils étaient élus et comment ils allaient pouvoir contribuer à réaliser cette vision. Alors, vous l'avez dit à l'entame, au début donc, de cette étude, il était question de faire du Burkina Faso une nation solidaire de progrès et de justice qui consolide son respect sur la scène internationale. Plus de 2 décennies après, on n'a pas l'impression forcément que les politiques publiques s'inspirent de cet objectif de départ. Bon, peut-être comme vous êtes en train déjà donc de procéder à l'évaluation, oui, mais il y a de ces constats dont on n'a pas besoin forcément d'étudier. Les défis restent énormes au Burkina Faso. Exactement, oui, les défis restent énormes, mais lorsque vous faites donc le constat, et là c'est surtout en tant que planificateur que je dis, vous avez effectivement sur un certain nombre de chantiers donc des défis. Vous avez donc des nouveaux défis qui sont apparus, mais vous avez également aussi donc des défis qui ont été relevés. Et le constat est clair, en matière de démocratie, on peut dire donc que le Burkina a quand même fait des avancées. En matière de justice, vous pourrez quand même constater que le Burkina, au niveau africain, il y a eu suffisamment donc d'avancées. Et certainement, pour le rayonnement international, vous étiez en train tout de suite donc de présenter Yves Zango. C'est une forme donc de rayonnement international qu'il a donné au Burkina Faso avec sa première médaille. Non, mais il faut déjà des premiers pas. Et donc, je pense que ça, c'est déjà un élan sur lequel, effectivement, il faudrait travailler pour permettre à d'autres Burkinabés. Et sur d'autres secteurs d'activité, vous avez quand même des Burkinabés qui ont fait leurs preuves, ce qui contribue forcément, effectivement, à donner plus de la lisibilité au Burkina Faso. Mais il y a eu quand même on va dire, une forte contribution du Burkina Faso dans la résolution donc, de beaucoup de préoccupations à la fois au niveau africain, au niveau européen, où le Burkina s'est fortement illustré. Donc on pense que tous ces éléments-là ont pu effectivement contribuer, mais il y a des nouveaux défis aujourd'hui qui imposent donc les Burkinabés. Et c'est pour cela, dans cette évaluation, nous avons souhaité que les gens donnent donc leurs aspirations pour les 30 prochaines années. Avec les nouveaux défis, quels peuvent être effectivement ce que les Burkinabés rêvent du Burkina donc, dans les 30 prochaines années. Et ça, c'est fondamental que les gens donc, le comprennent et que, surtout, les enquêteurs soient reçus et qu'ils soient écoutés et que les gens disent exactement ce qu'ils pensent et comment ils pourront contribuer. Je voudrais dire par là l'importance donc, de l'implication de des populations à la base dans la formulation de la vision. Parce que lorsque vous arrivez à impliquer l'ensemble des acteurs, leur mobilisation devient suffisamment facile. Et c'est ce qui est donc l'objectif visé donc par une étude nationale prospective, parce que ça permet donc d'avoir une anticipation partagée. Merci beaucoup, M. Kobiagda. Je rappelle que je recevais pour vous Larba Issa Kobiagda. Il est le directeur général de l'économie et de la planification du ministère en charge des Finances. Vous restez avec nous pour la dernière ligne droite de ce journal qui nous amène dans la commune rurale de Tanguin-Dassouri, ou plus précisément donc à Dondoulman, où le Rotary Club Ouaga Savane a fait œuvre utile. Ce sont 500 plants qui ont été mis en terre. Alexis Belemnaba. 750 plants composés de caïcédra, de némier, de flamboyant, de baobab et de neri. Ce sont ces espèces d'arbres qui sont mis en terre à l'école de Nabitenga à Dondoulman dans la commune rurale de Tanguin-Dassouri ce 14 août par le Rotary Club Ouaga Savane.
Cette activité s'inscrit dans le cadre de sa mission de protection de l'environnement. C'est 750 plants que nous avons prévus, que nous avons mis en terre, et avec la contribution de la communauté et aussi de nos partenaires. Ça a été une occasion pour nous de faire ce qu'on appelle la pérennité écologique et aussi de revêtir un peu le site de l'école de Nabitenga 1, ici à Dundoulma. Dundoulma est une unité de développement communautaire de Rotary Club Ouaga Savane. La coopération entre cette association et ce village dure depuis 17 ans. Plusieurs autres actions ont été déjà menées dans cette localité. Quelques actions très fortes qui nous ont marqués. Le site qui a servi donc du lancement officiel de la cérémonie d'aujourd'hui a bénéficié de l'éclairage solaire. Ça, c'est très important. Ça a permis aux élèves et aux encadreurs de pouvoir s'exercer une fois la nuit tombée. Ça, c'est très important. Ensuite, Rotary nous a offert quelque chose de très précieux. On dit que l'eau, c'est la vie. Ils nous ont offert un forage. Également, pour ce qui concerne les plantations, chaque année que Dieu fait, même si tous les plans mis en terre ne réussissent pas, on retient quand même que l'action regorge de très beaux souvenirs. À côté de cette activité de reboisement, le Rotary Club Ouaga Savane a initié également une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus pour 500 femmes. L'objectif est de contribuer à la réduction de cette maladie au Burkina Faso. Cette information sportive avant de nous quitter, les différentes poules de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 sont connues. Le tirage au sort vient d'avoir lieu et le Burkina Faso est logé dans la même poule que le Cameroun, pays organisateur. En plus donc du Cameroun, l'Éthiopie et le Cap-Vert. Et le match d'ouverture, ce sera Burkina Faso contre Cameroun. C'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci à tous de votre fidélité. Si vous nous faites confiance depuis la commune de Nanoro dans le Boulki MD, vous le faites bien et soyez en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.